Boa noite. Ela é a historiadora da psicanálise e a biógrafa de um dos expoentes dessa polêmica ciência do século XX, Jacques Lacan. No centro do Roda Viva esta noite, a historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Rodinesco. Para entrevistar a professora Elisabeth, nós convidamos a jornalista Mônica Teixeira, da TV Cultura de São Paulo, o professor Arthur Nestrovski, da Universidade Católica e articulista do jornal Folha de São Paulo, o historiador Carlos Guilherme Mota, da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a socióloga e psicanalista Caterina Coutai, da Universidade Católica de São Paulo, o psicanalista Renato Mezan, do Instituto Sede Sapiência e da Universidade Católica de São Paulo, o psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo da Costa Pereira, da Universidade de Campinas, e o psicanalista Luiz Tenório de Oliveira Lima, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Bem, você não poderá fazer perguntas, porque, como a professora Rodinesco só fala francês, esse programa foi gravado e assim você tem a oportunidade de conhecer melhor o pensamento dela com a ajuda de legendas, o que é sempre muito bom. Boa noite. A minha primeira pergunta é a seguinte. Há uma frase que, se eu não estou enganado, é de Lacan, que diz que a história humana é a história dos desejos desejados. É mesmo de Lacan essa frase? Une phrase de Lacan. Sim? Oui. Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte. Na opinião da senhora, qual é o desejo desejado da humanidade nesse final de século? Ah, c'est une question difficile. Para começar, é um bom começo? J'ai un peu le sentiment qu'en cette fin de siècle, en tout cas dans les sociétés occidentales que nous connaissons, il y a un grand désir de normalisation qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que nous vivons au fond une époque où l'idéal révolutionnaire est tombé avec la chute du communisme, avec l'échec d'ailleurs du communisme, qui était un très grand idéal. Et on a l'impression qu'on cherche quelque chose d'autre et que bien sûr, il y a une sorte de dépression. En tout cas, je le sens beaucoup en France. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais j'ai le sentiment qu'on vit un peu dans une société dépressive. Et j'en vois le témoignage dans le fait que pour les traitements psychiques, on prend énormément de médicaments. Agora, esse desejo de normalização, para quem aposta na psicanálise como um caminho de melhoria das pessoas, não é uma contradição? Quer dizer, justamente a psicanálise não discute quais são os limites da normalidade? Non, la psychanalyse est au contraire une théorie du désir. Elle essaye de comprendre quel est le désir des gens. Elle n'a pas en principe de visée normalisatrice. Mais il est certain aussi que très souvent, quand il s'agit de troubles pathologiques graves, automatiquement, il y a une visée de normalisation. Mais ça dépend de ce qu'on appelle normalisation. En tout cas, l'idée n'est pas là. L'idée est la réalisation de soi, du désir profond des sujets. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il y a un désir de normalisation, je pensais plutôt que cette fin de siècle n'a plus qu'un seul modèle, en somme, économique, un seul modèle de société, c'est la réussite individuelle. Et il y a une perte de l'idéal, de la révolte, qui s'accompagne d'ailleurs de violence, de très grandes violences. Et donc ça n'empêche pas, bien entendu, cette très grande violence. Mais la psychanalyse, c'est quelque chose qui a trait au sujet, pas à la normalisation, au désir profond. O nome de Elisabeth Rodinesco ficou muito associado no Brasil a Lacan. Eu queria ampliar um pouco isto, porque para nós historiadores, a senhora é uma historiadora de importância por ter trabalhado e trabalhar temas como a Revolução Francesa. Aliás, com interlocução com o nosso saudoso amigo Alberto Mario Sobul. Então, eu gostaria de saber, de alguma maneira, como qual é o papel, qual a importância da Revolução Francesa para a psicanálise, para os seus estudos. E também gostaria de saber, uma segunda questão, se há uma diferença entre a escuta do historiador e a escuta do psicanalista. Na escuta do psicanalista, sabemos que é possível haver alta, não é? Durante o trabalho psicanalítico. No caso do historiador, como fica?
D'abord, un petit détail, je n'ai pas travaillé avec Albert Soboul, j'ai lu Albert Soboul, je n'ai pas été élève d'Albert Soboul, et au départ, j'ai une formation littéraire. J'ai fait de l'histoire après. La Révolution française, bien sûr, je l'ai étudiée comme tous les étudiants. Et ça a été évidemment un paradigme fondamental dans tout mon travail. D'abord parce qu'en France, il y a eu mai 68, qui a été en somme un moment révolutionnaire. J'ai été beaucoup plus proche de Louis Althusser que de Soboul. Et j'ai été membre du Parti communiste après 1968. Donc la révolution était présente. Mais en même temps, la révolution était présente comme quelque chose de perdu, parce qu'on avait tout à fait conscience de l'échec du communisme très tôt. Donc en politique, je suis devenue vite social-démocrate. Mais avec évidemment un grand désir ensuite d'étudier la Révolution française qui restait fondamental. Alors, quelle est l'importance de... J'ai écrit un livre sur une pionnière de la Révolution française, Théroigne de Méricourt, mais après avoir écrit l'histoire de la psychanalyse. Et si je suis retournée à la Révolution française, c'est parce qu'en effet, j'avais découvert en écrivant l'histoire de la psychanalyse qu'il y avait quelque chose de très particulier en France pour l'implantation de la psychanalyse qu'on pouvait faire remonter à la Révolution française. C'était l'idée qu'en France, les intellectuels s'emparaient des idées neuves pour les transformer en quelque chose de subversif. Et j'ai fait remonter ça à la Révolution française, d'abord, et à l'affaire Dreyfus, ensuite, c'est-à-dire à un siècle d'intervalle, parce qu'il y a quelque chose de spécifique aux intellectuels français. Il y a toujours l'idéal révolutionnaire. Alors que chez Freud avait conscience qu'il apportait au monde une idée nouvelle avec la psychanalyse. Il n'avait pas l'idée que c'était quelque chose de révolutionnaire. Il n'avait pas l'idée de changer l'homme. Il avait l'idée de comprendre. Il y avait bien sûr de changer l'homme par la compréhension. Mais les surréalistes qui se sont très tôt intéressés à la psychanalyse ont ajouté cette dimension, disons, reprise d'ailleurs à Arthur Rimbaud. Je est un autre. Le moi doit être un autre. Et c'est une idée révolutionnaire. Donc c'est présent évidemment dans tout mon travail. Eu gostaria de tomar carona nessas questões que foram levantadas, em relação, primeiro, à depressão do final do século, né, que a senhora diz ser a doença predominante, talvez um pouco como a histeria era no final do século passado. Bem, eu me pergunto, e gostaria de saber a sua opinião, se essa situação não conduz a uma espécie de ilusão de ótica em relação às figuras proeminentes do passado, especificamente em relação à questão da revolução e do alcance subversivo do pensamento psicanalítico, né? Um dos críticos mais agudos, né, mais ácidos, talvez, do seu livro sobre a história da psicanálise foi Michel Schneider, né, que escreveu no Le Point uma crítica bastante crítica, se eu posso dizer assim, né? E ele observa que talvez o pensamento de Lacan não tenha sido assim tão subversivo quanto, agora sou eu dizendo, né, poderia parecer a nós nessa luz mais cinzenta, se eu posso dizer assim, do final do século. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quão subversivo finalmente é esse pensamento, né? Levando em conta, por um lado, o que a senhora escreve na sua história da psicanálise. La pensée de Lacan, ou la psychanalyse? Não, Lacan especificamente. Bem, Lacan se identificava com a psicanálise, né? E talvez seja um viés não tanto da biografia de Lacan que a senhora escreveu, mas do segundo volume da sua história da psicanálise, passa algo um pouco assim, essa é a minha impressão, né? Em suma, então, a pergunta quão subversivo é esse pensamento, na sua opinião, né? Em relação a ele mesmo, e quão subversivo ele pode nos parecer diante da monotonia, da grisaille, a gente diria, né, desse final de século. Não existe aí uma ilusão de ótica, e o pensamento e a
a obra de Lacan não seria talvez menos subversiva do que a propaganda que ele fazia e outros fazem também deixaria supor? D'abord, un mot sur la question, en effet, de la dépression. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et je pense que ça vous frappe aussi. La maladie psychique dominante à la fin du siècle dernier était l'hystérie. C'est comme ça que Freud a commencé. Et l'hystérie exprimait un conflit qui passait par le corps des femmes, qui était une contestation de la société, en tout cas symboliquement, imaginairement. Alors que la dépression, c'est le contraire. Alors, on a l'impression, non pas que les hystériques ont disparu, mais que tous les troubles hystériques sont soignés comme des dépressions. Ça vient du fait qu'on vit dans une ère de psychopharmacologie et que ces médicaments sont inefficaces sur l'hystérie. Donc on soigne tout le monde comme des dépressions. Ça, c'est un peu une banalité, mais enfin, c'est symptomatique. Et c'est symptomatique de nos sociétés. Alors, pour répondre sur Lacan, Lacan, c'est un paradoxe permanent. Moi, je pense que sa pensée reste subversive, parce que Lacan est le dernier des grands interprètes du freudisme. Il y en aura peut-être d'autres. Il a donné à la pensée freudienne quelque chose de tout à fait nouveau, à mon avis, c'est le lien avec la philosophie, et avec la philosophie du sujet. Et ça, c'était très important. Il l'a réintellectualisé. Il a remis, au fond, toute la théorie freudienne dans un débat philosophique sur l'être, sur la mort, sur le sujet tel que l'avait pensé la philosophie allemande. Et en ce sens, il est ce continuateur de la philosophie. Il n'y a pas ça chez Mélanie Klein, il n'y a pas ça chez les autres grands penseurs du freudisme. Maintenant, en tant qu'homme, il était conservateur. C'est ça le paradoxe. Et c'est ce qui m'a tellement intéressée, plus d'ailleurs dans la biographie de Lacan qu'avant, c'est là que je m'en suis aperçue. Et c'est ce paradoxe qui m'a intéressée, c'est que Lacan, il était au fond plus proche de Tocqueville que de la Révolution française. Il avait une désillusion permanente, il ne croyait pas à l'idéal révolutionnaire. Et en ce sens, il a été subversif, parce qu'il a été le penseur de l'après-révolution, celui vers lequel on allait pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Donc, mais en même temps, il a accompagné, parce qu'il avait été surréaliste, il a accompagné tous les mouvements révolutionnaires. C'est aussi un des paradoxes français. J'ai comparé beaucoup Sartre et Lacan, parce que Sartre et Lacan, c'est Foucault qui avait remarqué ça, ont été les deux philosophes très présents dans le mouvement révolutionnaire des années 68. Sartre était un peu le frère des contestataires, et Lacan s'est voulu le père sévère, c'est-à-dire celui qui ne croit pas, mais qui est là quand ça s'arrête. Qui est là quand ça s'arrête. Oui, quand ça... Et en même temps, je crois qu'il y a dans le personnage quelque chose de très transgressif plutôt que subversif. Lacan est un libertin du XVIIIe siècle. Quand ensuite j'ai travaillé sur le XVIIIe siècle, c'est clair. Ses références personnelles ne sont pas celles du XIXe siècle. Sa famille était une famille balsacienne du XIXe siècle, mais il a réagi contre elle en devenant ce personnage libertin qui ressemble à la fois à Salvador Dali, à Tocqueville et aussi à un très grand un philosophe. Enfin, donc oui, sur cette question-là, je réponds oui. Mais tout dépend comment on lit Lacan. Si c'est pour faire de la répétition mimétique, du dogme, du catéchisme, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est inévitable. Tous les grands mouvements produisent toujours des dogmes. C'est inévitable. Donc il ne faut pas... Je pense que plus on avancera, plus la lecture de Lacan sera sereine. Arthur. Nós começamos esse programa com a pergunta sobre depressão, pensando um pouco sobre a situação da psicanálise hoje. As perguntas seguintes nos levaram a pensar a tradição psicanalítica. Eu queria jogar essas indagações agora um pouco para frente, pensar um pouco sobre o futuro da psicanálise. No final da sua biografia de Lacan, uma passagem muito bonita onde a senhora comenta praticantes do inconsciente que jamais escrevem livros e que recusam tanto o jargão quanto o alinhamento ou a burocracia.
e a emergência na França de uma espécie de culturalismo, que consiste em interrogar-se tanto sobre a história da psicanálise quanto em interrogar outras técnicas de escuta. E a senhora comenta ainda que esses novos praticantes trabalham em instituições hoje de atendimento com imigrados, loucos, marginais, crianças, doentes de AIDS, assim como em seus consultórios com o comum da neurose e da depressão. Eu queria também citar uma entrevista sua à revista Lir, por ocasião do lançamento do Dicionário de Psicanálise, onde a senhora comentava a criação de um outro asilo destinado a pensar outras técnicas não puramente farmacológicas de tratamento das doenças mentais. Nessa passagem do final da biografia, a senhora comenta que essas outras formas de tratamento, esses novos praticantes da psicanálise seriam o futuro da psicanálise, a sua honra e a sua paixão. Então, minha pergunta seria justamente para a senhora comentar sobre o futuro dessa honra e dessa paixão e se isso já é hoje, se já são tendências teoricamente reconhecíveis. Oui, à la fin du livre, et un peu partout d'ailleurs dans le film que j'ai fait aussi sur Freud, j'ai rendu hommage à tous ces praticiens anonymes parce qu'on vit une période où en psychanalyse, il n'y a plus de maître. Pas seulement en psychanalyse d'ailleurs, mais il n'y a plus de maître. Donc, toute la nouvelle génération a été obligée de faire le deuil du maître. Et si on remplace aujourd'hui la place du maître, on risque d'avoir des petits maîtres ou même des charlatans. Donc il faut penser la psychanalyse d'aujourd'hui comme quelque chose de collectif. Les psychanalystes d'aujourd'hui sont en effet plus anonymes, certainement partout très bons cliniciens, confrontés à toutes sortes de difficultés. Et on a l'impression qu'à la fois il n'y a plus de maîtres et qu'en même temps la psychanalyse est partout. C'est une chose que j'ai observée en France, mais je crois que c'est valable un peu dans tous les pays. Il y a des attaques constantes, comme au début du siècle. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas un jour, ce pays qui a adoré la psychanalyse, qui a été passionné de psychanalyse, et bien maintenant on a l'impression qu'il la rejette autant qu'il l'a adorée. Il n'y a pas un jour où on ne la critique pas. Autrefois, c'était à cause de la sexualité. Aujourd'hui, c'est parce qu'elle serait inefficace et que les médicaments, c'est mieux et qu'on peut trouver directement les causes cérébrales des problèmes psychiques. Alors, je crois que c'est à ça que vont se confronter tous ces nouveaux praticiens. Ils s'y confrontent. Et là-dessus, je n'ai pas une position dogmatique. Je n'ai d'ailleurs pas d'opinion très tranchée. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui va être abandonné dans la psychanalyse, qu'on va tous abandonner, c'est probablement un certain cadre rigide. Aujourd'hui, c'est une constatation que je fais, je ne suis ni pour ni contre, mais je constate qu'on ne pratique plus la psychanalyse comme il y a 20 ans. On ne pratique plus la psychanalyse comme moi je l'ai pratiquée quand j'ai commencé, et on ne la pratique plus comme moi j'ai été analysée. On fait des cures différentes, moins de divan, plus de face-à-face, plus de souplesse, plus de collaboration avec beaucoup d'autres psychothérapies. Pour certains, ça peut être un danger. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et c'est une ouverture. Le risque, c'est évidemment que les psychanalystes soient moins cultivés qu'avant, qu'il y ait moins cette figure de l'intellectuel, plus de questions cliniques, pragmatiques, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que pour l'avenir, il y ait des psychanalystes à l'université, qui est un enseignement du savoir psychanalytique et que ça ne reste pas purement clinique. Il y a toujours deux écueils pour la psychanalyse. Si ça devient seulement quelque chose d'intellectuel, transmis comme savoir à l'université, il y a une perte. Et si ça devient simplement quelque chose de clinique, il y a une perte aussi. Ce sont les deux dangers. Et on le voit probablement plus aux États-Unis qu'ailleurs, puisque, comme vous savez, aux États-Unis, il y a des départements de l'université entiers où on enseigne la psychanalyse par des gens qui ne sont pas psychanalystes, qui ne le seront jamais, donc, et qui font des travaux d'ailleurs intéressants. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup de psychanalystes qui ne lisent jamais des travaux intellectuels sur la psychanalyse. Et ça, c'est une tendance, et c'est évidemment dommage. Mais enfin, voilà. Alors, pour l'avenir, je pense qu'elle a un avenir, parce qu'il y aura toujours des sujets en souffrance qui ne se satisferont pas des autres méthodes, parce que c'est quand même celle qui a poussé le plus loin l'exploration de soi. Et
on aura besoin, je pense, dans des sociétés très normalisées, avec une perte d'idéal, on aura besoin de plus en plus d'une connaissance de soi vraie. Eu vou retomar uma questão que foi colocada pelo Mezan, e na sua resposta, a senhora se refere à questão da desilusão, quer dizer, o pensamento psicanalítico como levando à desilusão. Portanto, a um tipo de realismo melancólico, segundo o meu ponto de vista. Há uma entrevista da senhora em que a senhora menciona explicitamente essa questão em relação ao pensamento do Lacan, como um pensamento sistemático, em que o sujeito é sobredeterminado e descentrado, e a questão da liberdade, a senhora menciona Sartre nessa entrevista. Eu estava me lembrando, há muitos anos atrás, no final dos anos 60, eu li uma entrevista do Michel Foucault, em que, ao ser perguntado a ele a questão sobre Sartre, como é que ele via, numa questão em que Sartre aparentemente parecia em declínio no ocaso, ele respondeu assim, que Sartre e a geração dele tinham a paixão da liberdade, e que Foucault e a geração deles, estruturalistas, tinham a paixão pelo sistema. Penso que essa questão do sistema e da liberdade é um paradoxo, e me chamou muita atenção em duas entrevistas suas diferentes, a senhora, de certo modo, detectar este ponto e não encontrar uma solução. Isso me pareceu muito simpático, muito importante como analista, a questão de manter o conflito, essa questão da liberdade e do sistema. Eu estou um pouco, talvez, expandindo a questão que, de certo modo, o Renato Mezan colocou e a senhora já expandiu um pouco, e eu gostaria de ouvi-la mais sobre essa questão, porque eu acho ela central para nós psicanalistas, né? Essa questão dessa tensão entre o que é sobredeterminado e o que é escolha livre, portanto, o que é desilusão e engajamento, de um outro ponto de vista. Era essa a questão. Oui, moi je range le freudisme dans les philosophies de la liberté, sans aucun état d'âme. Bon. Je pense que c'est une philosophie de la liberté. Et il y avait une très belle phrase de Lacan qui m'avait frappée il y a très longtemps. Quand il parlait des pays totalitaires, il disait on ne peut pas avoir de liberté d'associer librement quand on n'a pas la liberté d'expression. Et je pense que ce sur quoi j'ai travaillé en essayant de montrer que la psychanalyse ne s'était pas implantée ou avait été persécutée dans les pays où il n'y avait pas de système d'état de droit ou de démocratie, ça se révèle assez vrai. Donc ça, c'est déjà une indication du fait qu'il faut qu'il y ait la liberté pour que la psychanalyse puisse exister. Ça, c'est une première chose. Pourquoi est-ce qu'elle serait une philosophie de la liberté? Eh bien parce qu'elle allie ce paradoxe, quand même, par rapport à toutes les autres théories du psychisme, c'est que, au fond, qu'est-ce que c'est l'apport de Freud? C'est de dire, eh bien, le sujet sait qu'il a un inconscient. Et pour savoir qu'on a un inconscient, il faut encore donc avoir la conscience. C'est en ça que c'est une philosophie de la conscience, et c'est une philosophie de la liberté, puisque c'est en explorant son inconscient qu'on essaye non pas de se libérer des surdéterminations, mais de les comprendre. Et c'est dans ce sens-là que je lis le système au sens du structuralisme, et d'ailleurs Foucault l'avait lié, sans aucun doute il l'a lié, et la philosophie de la liberté. En d'autres termes, si on prend toutes les autres techniques, et notamment l'hypnose, toutes les autres théories, elles considèrent que le sujet est pris dans une subconscience, c'est-à-dire qu'il est en fait l'esclave de ses déterminations. Dans la psychanalyse, c'est pas ça, c'est pas l'esclave, c'est plutôt la conscience de l'existence de l'inconscient. Et c'est de ce côté-là que je l'arrange dans les philosophies de la liberté, dont elle serait l'aboutissement, puisque c'est la conscience qu'on n'est pas libre en quelque sorte, et qu'il y a quelque chose qui agit, non pas à votre place, mais derrière, enfin par-dessus, c'est-à-dire l'inconscient, à votre insu. Et je crois que c'est ça qui est fascinant dans la psychanalyse. Doutora Rudinesco, gostaria de retomar o problema que a senhora descreve como inquietante no início desse programa, que é desse esforço contemporâneo de normalização das nossas sociedades. Eu gostaria, então, de discutir
algo dessas relações atuais entre psicanálise e psiquiatria. Eu tenho em mãos aqui um artigo recentemente publicado na revista Science e assinado por Nancy Anderson, que é uma das psiquiatras norte-americanas mais respeitadas, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente, ocupa papéis importantes nas instituições psiquiátricas. E esse artigo se chama Um Projeto para uma Psicopatologia Científica. No momento, ela diz a seguinte frase, que dados convergentes utilizando técnicas múltiplas de neurociências indicam que os mecanismos neuronais das doenças mentais podem ser compreendidos como disfunções em circuitos neuronais específicos e que as suas funções e disfunções podem ser influenciadas ou alteradas por uma variedade de fatores cognitivos ou psicofarmacológicos. O que é interessante que nesse texto, também a estrutura retórica do texto, é que ela diz assim, na verdade, com o avanço das técnicas contemporâneas nas neurociências, nós estamos realizando o projeto de Freud de poder traduzir numa linguagem neurocientífica os fatos mentais. Eu lhe perguntaria duas coisas. Em primeiro lugar, nesse contexto atual, o que nós podemos fazer, primeiro, para a psicanálise poder ser um interlocutor importante novamente no campo da psicopatologia, uma vez que a disciplina que vai tratar das paixões. Em segundo lugar, como é possível e que visões a senhora tem contemporâneas que nos ajudem a sair desse embate termo a termo, que me parece que acabam impedindo qualquer progresso verdadeiro de interlocução, da psicanálise com as neurosciences. Je viens d'écrire un livre là-dessus pour répondre un petit peu à tous les arguments des scientifiques. D'abord, je ferai remarquer que de très nombreux biologistes, neurobiologistes, se sont élevés, je pense par exemple à Gérald Edelman, en France nous avons Alain Prochian, Jean-Marie Vincent, il y en a partout, se sont élevés contre les réductions faites par d'autres biologistes du cerveau à la pensée, du neurone à l'inconscient, etc. Donc je pense que nous vivons une époque qui est un petit peu semblable à ce qui se passait à la fin du siècle dernier, où on essaye de nouveau d'inclure tout le psychisme dans les mécanismes cérébraux, physico-chimiques, etc. Alors ça vient d'ailleurs des progrès réels de la biologie et de la génétique. Chaque fois qu'il y a un progrès dans les sciences, bien entendu, ça s'accompagne en même temps d'un scientisme. Donc nous vivons, à mon avis, une époque scientiste, où la vraie science progresse, mais en produisant des mythologies. Et ces mythologies ont conduit, malheureusement, à mon avis, à la destruction de la nosographie psychiatrique traditionnelle, c'est-à-dire à la destruction du savoir psychiatrique, avec ce qu'on appelle les dernières avancées du manuel diagnostic statistique de classement de toutes les maladies, où les sujets dans le monde entier sont classés selon des comportements et non plus du tout selon un sens. Et ça me paraît très grave. Ça s'appelle de la réduction. Il faut employer il faut appeler un chat un chat. Ça s'appelle réduire la pensée à un neurone, c'est-à-dire réduire un sujet à un mécanisme physico-chimique. Alors, moi, je suis profondément attachée à la rationalité, à la science, et pas du tout à la magie. Donc, il ne faut pas voir dans ma critique quelque chose qui serait contre la science. Mais je reproche à toutes ces approches dites scientifiques d'être en fait des mythologies cérébrales. Et puis aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que toutes ces thèses ont été critiquées par des scientifiques eux-mêmes et qui ont défendu les positions de Freud. Je vous rappelle aussi que Freud a cherché toute sa vie à donner un statut de science naturelle à la psychanalyse. Il pensait lui aussi qu'on trouverait dans la biologie l'explication du psychisme. Il l'a pensé toute sa vie, puisque dans un des derniers écrits posthumes de 1940, il le répète. Mais en même temps, c'était un penseur paradoxal, Freud, il a fait le contraire, c'est-à-dire dès
dès son premier manuscrit, Esquisse d'une psychologie scientifique, il a abandonné ce terrain-là. Et il dit d'ailleurs que s'il avait suivi simplement cette voie-là, ben, il n'aurait rien trouvé. Autrement dit, je pense qu'il y a une autonomie du psychique. Et si on vit une période où on veut tout réduire aux neurones, je pense que c'est parce que la psychopharmacologie a produit des effets extrêmement positifs. C'est-à-dire que ce qui a changé, enfin, les théories sont fausses à mon avis, mais ce qui est vrai, c'est en effet que l'efficacité, sans aucun doute, de tous les médicaments psychotropes a donné l'illusion qu'on allait trouver une explication neuronale à tous les mécanismes du psychisme. Et je crois que c'est ça l'illusion. Ce n'est pas parce qu'il y a des effets réels qu'on doit inclure tout dans cette question-là, parce qu'il faut des fonctions symboliques, et puis un sujet humain n'est pas explicable uniquement par ça. La fonction symbolique est capitale, c'est-à-dire on a un sens, d'où on vient, on est le fils de qui, quel est le sens de sa vie. Toutes ces questions-là sont abolies par ce scientisme. Et enfin, je voudrais terminer en disant que ce scientisme risque toujours de produire des thérapies magiques. C'est aux États-Unis où sont développées de façon beaucoup plus importante toutes les neurosciences, qu'il y a aussi une recrudescence de toutes les thérapies magiques, sorciers, rebouteux, magnétiseurs, en quantité, astrologues, etc. Parce que les sujets vont chercher du côté de la magie ce qu'ils ne trouvent plus du côté d'une science qui est trop scientiste, qui est trop totalitaire, en quelque sorte. Professora Elizabeth, nós vamos fazer rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, hoje entrevistando a historiadora da psicanálise e psicanalista francesa, Elisabeth Rodinesco. Eu vou começar com uma piada, que é uma brincadeira do Luiz Fernando Veríssimo, um escritor brasileiro que todo mundo conhece, uma pessoa que faz uma caricatura muito grande, que diz do analista de Bagé, que é um psicanalista machista, que diz que diante dos seus clientes só tem duas soluções. A primeira, ele manda o cliente pagar os seus carnês. E se ele voltar com os carnês pagos, que isso já resolve 90% dos problemas, e continuar com alguma coisa, o analista conclui que aquilo é pura frescura, dá um joelhaço no sujeito e manda ele para casa tratar. E essa piada, professora, é mais para perguntar para a senhora qual é o papel, o que a psicanálise pode fazer nos dias de hoje, tá certo? Onde houve um certo período em que a psicanálise foi vista por uma elite como a grande solução dos problemas individuais das pessoas, e hoje em dia há muita gente que, se não concorda com essa piada, pelo menos acha que ela tem um fundo de verdade. Je voudrais d'abord dire qu'il y a toujours eu des blagues sur la psychanalyse, et ça, c'est logique. C'est l'humour lié à l'humour juif original de Freud. Lui-même a écrit un livre sur l'humour, donc les blagues, c'est normal. Et puis, ça témoigne toujours, quand il y a de l'humour, de quelque chose qui est vivant. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois qu'il ne faut pas... il y a une image dérisoire de la psychanalyse. C'est le fameux psychanalyste new-yorkais. Derrière son divan, il y a plein d'images de ça, qui ne s'occupent que de gens qui ont des problèmes sophistiqués, qui sont toujours à se poser des questions, etc. Mais il y a toute une dimension sociale de la psychanalyse. Les psychanalystes, ou plutôt les psychologues cliniciens qui ont une formation psychanalytique, dans presque tous les pays du monde, quand c'est possible, là où existe la psychanalyse, eh bien, ils s'occupent, par exemple, dans des services de soins palliatifs, ils s'occupent de malades du sida, ils s'occupent de tous les gens qui ont des problèmes psychologiques liés, par exemple, à des maladies et auxquels le médecin ne peut pas écouter. Vous allez très bien comprendre, la médecine scientifique, si elle veut rester scientifique, elle ne peut pas écouter les sujets. Parce que si un médecin il écoute trop les sujets, il ne fait pas de la bonne médecine. Cada caso é caso. Comment? E nessa situação, para a medicina, cada caso é caso e ela não consegue avançar. Voilà. Et en même temps, il est obligé, lui, le médecin, et notamment dans la médecine très spécialisée, moderne, scientifique, de s'occuper vraiment
je veux dire même d'un organe, puisque c'est de plus en plus spécialisé. Eh bien, vous avez partout, dans le monde entier, dans tous les hôpitaux, dans tous les lieux où il y a de la souffrance liée à la maladie, des psychologues qui s'occupent d'écouter les patients. Et ça, le modèle dominant, c'est la psychanalyse. Même si, en apparence, ils ne font pas de la psychanalyse avec un divan et un fauteuil. Vous avez, deuxièmement, le domaine du scolaire et des enfants, la psychanalyse des enfants. Les psychologues, aujourd'hui, dans tous les pays où il y a des problèmes scolaires, il y a des psychanalystes. En France, par exemple, je donne cet exemple, je ne sais pas si ça existe au Brésil, mais en France, il y a énormément de psychologues cliniciens, psychanalystes, qui travaillent dans les banlieues parisiennes avec les émigrés, avec les problèmes de délinquance. Bon, ça, c'est la pratique quotidienne de la psychanalyse. Et ces psychanalystes-là, en France, ils n'ont pas un costume et une cravate. Ils sont en blue jean, des baskets, et ils sont dans le quotidien, et ils ne sont pas riches, et ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, et ils n'ont pas des patients sur un divan en permanence. Ça, c'est l'image moderne de la psychanalyse. Et c'est cela à qui j'ai rendu hommage dans mon livre. Mais c'est vrai que la souffrance psychique, elle existe aussi dans toutes les classes sociales. Il y a des gens très riches qui ont des grandes souffrances psychiques et puis des gens très pauvres qui n'ont pas le temps d'y penser. Mais disons que la psychanalyse, elle peut être partout. Donc ce domaine-là, le domaine de l'école et des enfants, et puis évidemment tous les problèmes de société, de violence sociale, tout ça. Et puis vous avez vu aussi que pour tous les traumatismes, dès qu'il y a un accident maintenant, il y a des psychologues partout. Bon. Donc, par certains côtés, elle est présente dans tous les problèmes de notre société. C'est comme ça que je le vois. C'est ça l'avenir. Mas, professor, é verdade que, enfim, eu não vou discutir tudo isso que a senhora está dizendo. Mas o que eu quero dizer, eu quero voltar numa questão que a gente falou no outro bloco. A senhora disse que a ciência é uma grande mitologia, que a ciência constrói mitologias. E eu acho até que ela constrói, toda a ideia do psicofármaco, toda a ideia do remédio, da solução com o Prozac, e da ideia de que o sofrimento psíquico não é psíquico, é uma ideia que vamos dizer, trazida e alardeada pelos cientistas, talvez menos que pela ciência. Mas, isso, vamos dizer, isola não só a psicanálise, mas isola a ideia de que as pessoas têm uma subjetividade, que essa subjetividade não está contida nem em seus genes, nem em seu cérebro, especialmente, né? De qualquer forma, essas ideias estão tendo um grande avanço, professor, no final do século. E elas são, vamos dizer, elas são dominantes, são ideias que a maior parte das pessoas se apega e concorda e apoia. Por que a senhora acha que está acontecendo isso? Quer dizer, o que há no mundo que torna essas ideias que vêm do progresso da ciência, aparentemente, né, tão preponderantes, tão dominantes na sociedade? Ça vient de ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire qu'il y a un double facteur. Il y a des progrès réels de la science tous les jours. Et la science est devenue l'idéologie de tout le monde. Soit c'est la religion, soit c'est la magie, soit c'est la science. Il y a trois voies, au fond, hein, pour l'homme. C'est les trois grandes voies. Or, les grandes églises sont au déclin au profit de mouvements charismatiques, plus magiques. C'est là qu'on cherche un idéal. Et puis, il y a la science qui risque toujours... Je ne réduis jamais la science à ses mythologies, mais elle en produit. Et en effet, aujourd'hui, avec la puissance des médias, avec les progrès réels dans le domaine de la santé, de la science, eh bien, chacun attend de ces progrès des solutions. Et ce sont des vraies solutions. C'est pour ça que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est grâce à la science médicale qu'on vieillit moins, qu'on peut... Enfin, on voit bien les gens qui n'ont pas accès à la vraie médecine scientifique, et puis ceux qui ont accès, on voit bien la différence. Bon. Et au fond, c'est pour ça que tout le monde croit, à juste titre, qu'on va trouver des solutions à tous les problèmes dans la pharmacologie. Mais c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire, c'est absolument vrai. C'est-à-dire, on ne peut plus aujourd'hui vivre sans les médicaments, qu'ils soient les médicaments psychiques ou les médicaments organiques. Et probablement, dans 20 ans, on vivra avec beaucoup plus de médicaments. C'est absolument normal. Mais
ce que je veux dire, c'est que jamais rien n'est total. Et il y aura toujours une part de subjectivité. Et cette subjectivité, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et en ce sens, c'est vrai que la psychanalyse reste un lieu d'écoute de cette subjectivité. Mais je ne souhaite pas du tout qu'elle se rapproche de la magie, parce que ça, ce serait un désastre. Et je pense qu'il faut qu'elle dialogue avec la science. C'est la seule solution d'avenir, c'est-à-dire avec la rationalité. Ça, c'est un de ces grands problèmes. C'est pour ça que je n'ai pas été d'accord avec, disons, tous les psychanalystes qui refusaient systématiquement les médicaments, etc. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Mais c'est plutôt ce débat-là d'avenir. Alors, c'est ça la croyance. C'est normal, ça va s'amplifier. Tout le monde attend des miracles, en quelque sorte, de la science. Alors, ça produit forcément des effets négatifs de croire à des miracles. Mais c'est normal, je vois ça très bien. Il y a eu le même phénomène à la fin du siècle dernier, où il y avait aussi une grande expansion des sciences, donc c'est pas négatif en soi. Mais en même temps, attention au retour de bâton. Vous avez vu aussi les productions magiques qui accompagnent automatiquement les grands progrès de la science. Catarina. Bom, você falou agora alguma coisa a respeito, rapidamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as relações da psicanálise com a religião. Porque nós estamos vivendo, de um lado, um ataque à psicanálise pela indústria medicamentosa e, do outro, pelo recrudescimento da religiosidade. Especificamente no Brasil, que é um país muito religioso, é considerado o maior país católico do mundo, é um país de um sincretismo religioso muito grande. Queria que você falasse um pouco, né, do lugar da religião e suas relações com a psicanálise e por que será, né, que nós estamos vivendo um recrudescimento da religião e eu diria nas suas formas mais fundamentalistas no mundo inteiro. Né? Je crois que aujourd'hui, la paix entre la psychanalyse et les grandes religions instituées est faite. Pendant des années au début et pendant l'entre-deux-guerres, l'Église catholique était l'ennemi de la psychanalyse. Il n'y a qu'à voir les critiques qui étaient faites sur la théorie de la sexualité. Et puis la paix s'est faite progressivement entre ces grandes religions instituées qui sont elles-mêmes menacées par des mouvements charismatiques de religiosité, justement. Donc il y a une sorte d'alliance aujourd'hui, de fait générale, notamment entre les catholiques. Je pense que c'est vrai un peu partout. On ne voit plus de conflit autour de psychanalyse et religion. Beaucoup de prêtres ont été analysés, et puis je crois qu'il y a en commun avec Freud serait effrayé de ce qui se passe, mais il y a en commun l'idée d'un humanisme là, dans les grandes religions. En revanche, tous ces phénomènes d'irruption du religieux, notamment au Brésil, ce sont des psychothérapies, ce sont des traitements psychiques. Et l'Église, les églises instituées, notamment l'Église catholique, est très embarrassée avec ces problèmes-là, puisqu'elle ne propose plus aux croyants, elle ne propose pas une solution de psychothérapie. Quand un croyant a des problèmes de névrose, elle les envoie plutôt chez le psychanalyste, ou chez le psychiatre, ou chez le médecin. L'Église n'a plus ce statut de psychothérapie magique. Donc je vois aujourd'hui cette irruption est évidemment problématique pour les deux. Je peux raconter une anecdote. J'ai fait une émission de télévision en France avec un prêtre catholique et puis il y avait un pasteur protestant. Le pasteur protestant, il était psychanalyste, et le prêtre catholique, il avait fait aussi une analyse. Et il y avait sur le plateau une femme qui contestait radicalement la psychanalyse au nom de la religion, en disant que c'était insensé. Bon. Et moi, j'ai rien dit, et c'est les deux, le prêtre et le pasteur, qui ont pris la défense de la psychanalyse. C'était une chose complètement impossible, disons, dans les années 30. Mais c'était vrai, tout simplement parce que cette femme avait des problèmes qui ne relevaient pas de la religion, mais du psychisme. On voit aussi en France, j'ai organisé un colloque avec des exorcistes. Et on voit aujourd'hui, en effet, une recrudescence en France des demandes d'exorcisme, donc de possession démoniaque, par l'Église. Et je constate que beaucoup de prêtres exorcistes en France sont des gens qui sont passés par la psychiatrie ou par l'analyse, et que automatiquement, eux aussi,
se posent ces questions. Donc on n'en est plus à s'interroger comme dans les années 50 pour savoir si la psychanalyse détruit la foi quand un croyant va en analyse. Ça, c'est une question qui me semble aujourd'hui dépassée. En revanche, le problème, c'est vraiment la religiosité et non plus la religion ou la foi et le débordement par les églises de ces problèmes. En France, par exemple, la question du bouddhisme est à l'ordre du jour. Il y a une recrudescence, il y a un nombre de bouddhistes de plus en plus important, mais ce ne sont pas des vrais bouddhistes au sens d'une adhésion à une religion. Ce sont en général des quêtes de type psychothérapeutique. Ce sont des quêtes de guérison par la religião. Arthur. Eu queria voltar à questão da depressão, já que estamos pensando sobre as relações da psicanálise com o mundo social no momento atual. No verbete sobre melancolia do seu dicionário de psicanálise, a senhora menciona a depressão como uma espécie de equivalente da histeria no século XIX, uma verdadeira doença de época, estou citando. E a senhora diz que isso se deve ao fracasso do paradigma da revolta, ao mundo desprovido de ideais e dominado hoje pela tecnologia farmacológica. Bom, não sei se não é um pouco hiperbólico demais ou militante demais a gente pensar num mundo desprovido de ideais hoje, mas acreditando que isso seja a descrição realista dos fatos, a minha pergunta seria a seguinte: da escuta da histeria, foi escutando as histéricas que Freud, de fato, criou a psicanálise. Foi tentar escutar o que estava sendo dito no discurso de mulheres que tinham um deslocamento tão grande em relação ao seu sofrimento que Freud acaba inventando a psicanálise. Será que nós teríamos, de fato, alguma coisa da mesma monta a aprender com a depressão? E a psicanálise, de fato, está hoje acompanhando ou sendo capaz de escutar essa demanda dos deprimidos e aprendendo alguma coisa com ela? Oui, mais le problème vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai employé le mot dépression et pas mélancolie, c'est qu'on traite tout le monde comme des dépressions. Ça, j'insiste pour le dire. Pourquoi? Parce que les médicaments antidépresseurs sont très efficaces. Donc, les gens qui sont en fait hystériques, obsessionnels, on propose à tout le monde le même médicament pour soigner des choses différentes. Ça, on peut le traduire concrètement. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais en tout cas, en France, et pas seulement en France, partout, si quelqu'un a n'importe quel problème, on lui propose du Prozac. N'importe quel problème, sans faire la différence entre quelqu'un qui aurait des dépressions chroniques sans cause, où là, ça relève des antidépresseurs, c'est quelqu'un qui est tout le temps déprimé. Bon. Et puis quelqu'un qui vient d'avoir un deuil, un accident de voiture. Bon. Il y a par exemple une plaisanterie un peu macabre chez nous qui dit, voilà, hein, vous avez perdu votre mari, votre travail, votre enfant, et vous êtes dans la rue, prenez du Prozac. Bon. Ça ne relève pas du Prozac. Ça relève de problèmes qui ne sont pas... Só queria fazer uma observação em cima de exatamente nesse ponto, é que há um grande negócio por trás disso. Não se trata apenas de uma, digamos assim, de uma moda. Existe uma máquina de fazer dinheiro que faz com que essa solução seja melhor. Le laboratoire pharmaceutique. Exatamente. Oui. Quer dizer, não é um... Oui, mais vous savez, la protestation, par exemple, chez nous en France, est venue des psychiatres, pas des psychanalystes. Et comme on est le pays au monde où on consomme le plus de psychotropes en France, numéro 1, parce qu'ils sont remboursés, bien sûr. Les psychiatres eux-mêmes ont expliqué qu'on en consommait alors qu'il n'y avait pas d'indication. Et ça vient du fait que beaucoup de médecins généralistes répondent par un médicament à des souffrances. Et ce n'est pas prescrit par les psychiatres, c'est prescrit par tous les médecins généralistes qui n'indiquent plus la différence entre tel type de problème et tel autre. Donc, quel que soit le symptôme, on donne le même médicament. C'est sur cette question-là que je voulais insister. Et ce n'est pas par hasard si c'est l'antidépresseur. Aux États-Unis, on consomme plus de médicaments excitants, hein, mais au fond, ça revient au même. C'est toujours l'idée qu'il y a la dépression et qu'on va sortir de la dépression. Donc c'est un paradigme au sens philosophique. On est bien dans des sociétés dépressives, en tout cas ces sociétés occidentales. Et d'un autre côté, on tend à soigner tout le monde de la même façon, alors qu'il n'y a pas forcément une indication. Et ça, je pense que quand même, vous avez raison, il y a un problème
d'argent derrière, et puis c'est plus rapide, on donne une réponse rapide à un problème. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens, ensuite, ils ne sont pas soignés, parce que ça marche un temps, mais quand on traite un deuil réel ou un traumatisme, ou une rupture ou un état psychique par uniquement les médicaments, ça ne donne pas des très bons résultats sur la longue durée. E, professora, qual a senhora acha que pode ser? A senhora disse lá na primeira pergunta que a senhora vê o sucesso individual como uma marca do final do século, o desejo de sucesso individual. Quais são as relações que a senhora acha que existem entre esse anseio, vamos dizer, que é reconhecido socialmente, é legítimo, é considerado legítimo do ponto de vista social, e esse quadro de depressão do qual a senhora estava tratando? Isso que a senhora chama de uma sociedade depressiva e que busca sair da depressão, de qualquer depressão, num remédio. Je pense que quand on donne comme modèle unique la réussite, au sens le plus matériel du terme, ça provoque un état dépressif, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Et comme les sujets ne peuvent pas accéder à cette réussite, automatiquement, il y a cet état de dépressif. Et puis, je pense aussi qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles on ne veut pas voir la violence, la mort. Regardez avec la guerre, on ne veut pas voir les morts, il faut que ça soit propre. On ne veut pas voir la mort, on veut que tout soit net, on ne supporte pas au travail que quelqu'un pleure et des problèmes, etc. Il faut tout de suite que ce soit clean, bien traité. On ne veut pas voir la réalité. Ça, c'est une des grandes tendances de ces sociétés normatives. On sait que ça existe. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait, et c'est ça la prise de médicaments, mais je sais bien que j'ai un inconscient, mais je ne veux rien savoir. Je vais prendre tout de suite, je vais masquer tous les problèmes. Alors, je ne veux pas avoir l'air aussi d'un vieux juge étriqué, conservateur, qui va faire des leçons de morale. C'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui, d'aller très vite et puis de cacher la souffrance. On ne veut pas voir l'horreur. Eu acho que talvez aqui caiba introduzir alguma diferença quando a senhora fala as nossas sociedades, né? As nossas sociedades, eu imagino que a senhora pensa nas sociedades daquilo que no Brasil se chama de maneira um pouco redutiva e invejosa o primeiro mundo. E aqui é o terceiro mundo, né? Junto com o primeiro mundo, né? Alguém disse uma vez que o Brasil eram dois países, a Belíndia, tinha uma Bélgica e uma Índia. E a Índia cada vez mais toma proporções importantes. Incomoda a Bélgica. Hã? Cada vez mais incomoda a Bélgica. Cada vez mais incomoda a Bélgica e pode engolir a Bélgica. Bem, eu digo que é importante talvez introduzir essas diferenças, pensando no rumo que a nossa discussão está tomando, que focaliza basicamente a relação da psicanálise com as doenças, com as preocupações, com as questões do mundo contemporâneo, e menos os trabalhos propriamente eruditos, digamos assim, que a senhora fez sobre a história da psicanálise, a biografia de um grande psicanalista. Eu acho isso muito importante, já que é um programa dirigido ao grande público. E eu gostaria de, então, introduzir uma questão sobre o lugar da psicanálise nessas sociedades, tomando um pouco o que já foi dito. Existe uma diferença, eu não sou sociólogo profissional, e se eu estiver falando uma bobagem, os cientistas sociais presentes, por favor, me corrijam, mas eu tenho a impressão de que há uma diferença de vivência entre um país como o Brasil e um país como a França, e é o papel da euforia, né? Quando eu coloquei minha primeira pergunta sobre o lugar da psicanálise nesse contexto, né? A senhora tinha acabado de falar de maio de 68, enfim, esse momento em que tudo parecia possível e que marcou toda uma geração, que é a sua, né, com determinados ideais e determinadas exigências intelectuais e éticas. No Brasil, o ano de 68 foi marcado pelo ato institucional número 5 e pelo recrudescimento da ditadura militar. Mas sem entrar em grandes análises, o que eu penso é que há uma oscilação muito maior, não é? Naquilo que se chama grosseiramente o caráter nacional brasileiro do que no mundo europeu.
se passa facilmente de um entusiasmo arrebatador pela novidade, por um grande líder, por uma causa, etc., para uma vivência depressiva. E um grande psicanalista brasileiro chamado Nelson Rodrigues disse que o brasileiro era, antes de mais nada, um ciclotímico, né? Então, nesse contexto, o que se fala sobre a sociedade depressiva talvez devesse ser nuançado, um ciclotímico, né? Talvez devesse ser nuançado, matizado. E a minha questão se dirige, então, para o papel da psicanálise dita tradicional, ou essa que a senhora caracterizou de forma um pouco irônica como psicanalista de gravata e paletó, frente ao psicanalista de jeans, que trabalha na periferia, está envolvido com as questões sociais. Eu gostaria de colocar a pergunta nos seguintes termos e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Nós temos uma comparação feita por Freud que é um pouco elitista, no sentido de que a psicanálise seria o ouro puro e as diferentes aplicações dela seriam misturas mais ou menos nobres, né? É claro que Freud estava preocupado também com isso, se interessou pelo ensino da psicanálise, se interessou pelo problema do custo da análise. Freud não era nenhum indivíduo fora do seu tempo, né? Mas talvez se possa dizer que a situação analítica clássica, tradicional, aquela onde tem alguém deitado num divã que vem várias vezes por semana e é ouvido individualmente por um psicanalista. A psicanálise no sentido mais tradicional da sua forma. Ela é como se fosse o laboratório, né, o foco, onde se originam descobertas, ideias, hipóteses, que em seguida têm um alcance muito maior e que podem ser utilizadas perfeitamente nos trabalhos, em trabalhos de toda a natureza, com outros tipos de situação que não a situação clássica. Eu digo isso porque faz parte dos ataques à psicanálise neste país, nesse momento, né, a ideia de que tudo isso é muito ultrapassado, que aquilo que você chama de terapias mágicas, né, de uma maneira ou de outra, deveriam prevalecer, né, e que o bom, velho, tradicional método psicanalítico já rendeu o que tinha que render e agora, então, vamos aplicar esse conhecimento. Na minha maneira de pensar, isso é obscurantismo puro e simples, né? Há espaço para todos embaixo do sol e, certamente, as aplicações da psicanálise, dos conhecimentos psicanalíticos, podem ser feitas das mais variadas maneiras. Isso eu concordo inteiramente com a sua posição. Mas eu gostaria de ouvi-la brevemente sobre essa questão da fecundidade, digamos assim, do método analítico ainda hoje. Je vais répondre assez clairement. L'idéal, c'est que le psychanalyste en blue jean puisse mettre une costume-cravate pour revenir écouter les patients allongés sur le divan. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce qui est fructueux, c'est le mélange. Pas de ghetto. Bien entendu, il faut... L'idéal, c'est à la fois qu'un psychanalyste puisse travailler dans les banlieues, s'occuper du social et en même temps maintenir cette idée de la cure analytique pure qui, en effet, vous le dites très bien, à partir de là peut favoriser la recherche. C'est vrai qu'il y a quelque chose de formidable d'écouter des patients dans des conditions idéales d'exploration de l'inconscient. C'est vrai. Mais il faut les deux de même, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut à la fois la clinique, la recherche fondamentale, il faut les deux, il faut tout à la fois. Mais en même temps, ce que je critiquais dans cette image, c'est que là, il faut critiquer les institutions analytiques. Elles ont produit un modèle de psychanalyse qui est devenu insupportable et qui a été contesté à juste titre. Je pense qu'on est en train de sortir de ça. Il y a d'un côté les attaques permanentes contre la psychanalyse sont une chose, mais il y a des attaques justifiées. Parce que comme tout grand mouvement d'émancipation, la psychanalyse a produit des dogmes, des fonctionnaires, des institutions sclérosées, des gens incapables de s'ouvrir à la modernité. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'elle a suffisamment de force pour que ça soit contesté de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur.
Et l'éclatement des mouvements psychanalytiques dans le monde le montre. Aujourd'hui, il n'y a plus une instance légitime de la psychanalyse. Il y a des multitudes de groupes, d'associations, etc. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça fait vivre la recherche. Ça, c'est bénéfique. Pas de modèle unique, critique de toutes les scléroses, j'y tiens beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne les différences entre la société brésilienne et la société française, moi, je crois qu'il y en a moins que ce que vous pensez. Les différences, elles existent dans tous les pays. Il y a de la différence et il y a de l'universel. Mais j'ai souvent l'impression qu'en France, on rejoint le tiers-monde. Je le disais chaque fois en venant à São Paulo, moi, je regarde des favelas, mais si nous n'avons pas en France de favelas, nous avons des gens qui dorment dehors. Une misère épouvantable que nous n'avions pas du tout il y a 20 ans. Donc la fameuse dichotomie d'autrefois, où on avait l'impression de venir du pays dit civilisé pour aller vers le tiers-monde, elle existe de moins en moins. Et je trouve au contraire beaucoup d'analogies, disons, entre l'Amérique latine et l'Europe, plus qu'aux États-Unis, où tout de même il y a une progression du modèle communautariste. On se sent là plus étranger, et pourtant Dieu sait si on est proche. Donc attention, ces différences, elles s'estompent un petit peu. Bien sûr, c'est pas la même chose. Mais je vois aussi avec le mondialisme, on va avoir dans tous les pays du monde des problèmes équivalents. Ça se ressemble de plus en plus. Et c'est pour ça que les différences vont s'accentuer aussi. Professor, desculpe só um instantinho. A senhora falou agora há pouco, para dar um exemplo simples disso, a senhora falou a respeito dos medicamentos psicotrópicos receitados por médicos generalistas à população e cada vez mais porque eles são reembolsados. Eu tenho certeza que muito poucas pessoas vendo esse programa entenderam do que se trata isso, porque a figura tão simples do reembolso, né, de um medicamento pelo Estado é inteiramente desconhecida nesse país. Né? Ou se pega no posto de saúde, ou então é o plano de saúde. Ou seja, a vivência concreta dessas questões de saúde é muito diferente. Mas esse não é o nosso assunto, isso fica para outra discussão. Oui, mais vous avez raison, mais c'est aussi parce qu'en France, on a un système de santé qui rembourse beaucoup plus, évidemment qu'ici, où ça n'est pas le cas, qu'on est le plus gros consommateur. Ça, c'est important à dire. C'est-à-dire, plus c'est gratuit, plus on en consomme. Nem sempre é o melhor negócio se oferecer tanta facilidade assim para se comprar um medicamento. Voilà. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a instantes. Bem, estamos de volta com Roda Viva, hoje entrevistando a professora e escritora da história da psicanálise francesa, Elisabeth Roudinesco. Você não pode fazer perguntas pelo telefone hoje, porque este programa foi gravado até para que a gente possa ter a compreensão total do que ela disse. Numa entrevista, quando a senhora lançou o livro da biografia do Lacan, a senhora mencionou o fato de que continua defendendo a ideia de que o intelectual, de que o pensamento tem um caráter subversivo. A senhora disse isso porque, mencionando até a história de que nesta sociedade moderna, com o fim do comunismo e com essa história toda, intelectual saiu de moda. Hoje em dia, o que está na moda é economista, o que está na moda são os grandes investidores, etc. E, ao mesmo tempo, no próprio trecho do dicionário, no verbete do dicionário que fala sobre o Brasil, a senhora menciona um caso envolvendo um psicanalista no Brasil que prestou serviços à repressão e que foi, depois de muito tempo, condenado por isso pela sociedade. Então, eu queria juntar as duas coisas nisso. Quer dizer, aonde que o intelectual hoje pode ser subversivo? Porque a sensação que dá para quem olha esse mundo hoje em dia é que a melhor subversão que a gente pode fazer é pegar nossas coisas e ir embora para o meio do mato e desistir de tudo, porque não há espaço para que essa subversão realize alguma coisa. Parce que vous êtes pessimiste. Um pouquinho. C'est fils de Freud. Diria aqui, um brasileiro diria o seguinte, Freud explica, né? Porque aqui há esse ditado que tudo Freud explica. Então, talvez o meu pessimismo também. Tout, Freud l'explique. Tout. Quelle passion.
Non, la question centrale que vous posez, au-delà de cette histoire qui est connue, je ne vais pas revenir sur cette question du psychanalyste brésilien. Mais d'Amilcar Lobo, c'est connu. Mais vous posez une vraie question, c'est le remplacement de la figure de l'intellectuel, et je disais le deuil du maître, c'est valable dans tous les autres domaines, par la figure non pas seulement de l'économiste, mais de l'expert. L'expert, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus d'universel, ça c'est très important, mais qu'on peut être expertisé comme si le corps était une machine. Tel morceau, tel autre morceau, telle chose relève de l'économie, telle autre chose relève du sociologue. Bon. Et on a substitué, en effet, on tente à substituer à la figure universelle de l'intellectuel, dont la France a été un des modèles premiers à cause de la Révolution française, justement, on tend à substituer cette position de l'expert. C'est probablement moins vrai que ce que vous dites, parce que je remarque que plus il y a des experts, plus il y a des jargons, plus personne ne comprend rien, parce qu'on ne comprend pas ce que disent les experts. On a accusé Lacan ou d'autres d'avoir... on a dit qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, certainement. Il y en a qui ont eu un langage hermétique. Mais alors les experts, c'est carrément incompréhensible, les trois quarts du temps, ce qu'ils disent. Donc, je pense qu'au contraire, la figure d'un intellectuel universel, même si pour le moment il semble passer de mode, revient en tout cas. Parce qu'en France, il y en a une multiplication qui s'exprime dans la presse et dans les médias. Et puis après tout, vous faites une interview de moi, je suis une intellectuelle. Et quand même, c'est très important parce que c'est quand même en pensant les choses sur ce plan-là, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, quel est le sens de la mort, quel est le sens de l'engagement, qu'est-ce qu'être un homme ou une femme aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'homosexualité, tous ces grands sujets, ce n'est pas les experts qui vont les résoudre, ce n'est pas les comités d'éthique. Les comités d'éthique, ça sert à quelque chose, mais c'est limité. Donc la figure, disons, du philosophe ou du sage, à mon avis, elle va continuer à exister, que ce soit sous la forme d'un écrivain, d'un philosophe ou autre, ça existe parce qu'il y a des interrogations dans notre monde sur la liberté, sur la signification de sa vie, etc. Et les experts, ça ne va pas, ça ne suffit pas, c'est très utile, mais ça ne fait pas l'interrogation sur le sens de la vie. Professora Elizabeth, a questão, são vários planos, né? Porque como o seu trabalho é um trabalho que se relaciona com um nível bastante erudito, ficam realmente vários planos, né? E isso estimula muito a cabeça da gente e é um problema para escolher qual plano e como a gente pode ser útil também para o espectador que está nos vendo nessas questões. Eu vou vou me deter em dois planos e vou procurar ser breve. O primeiro deles diz respeito à questão da psiquiatria, da psicanálise, da medicação e da cura pela palavra, das formas de psicoterapia e de psicanálise. Então, essa questão me parece, eu procuro pessoalmente refleti-la, evitando a polarização. A questão de que a indústria farmacológica ataca a psicanálise, eu sou um analista que não me sinto atacado por isso, e que também a psicanálise ataca os professores nos departamentos de psicofarmacologia. Eu procuraria evitar essa polarização, porque o telespectador, por exemplo, que está sofrendo, que tem uma crise depressiva, o que é que ele faz? Ele procura o quê? Uma pessoa que está nos ouvindo, que está na sua casa, etc., que tem uma depressão profunda, que está num estado profundo de depressão, ou que está ouvindo vozes, ele está delirando, o que é que ele faz? Ele vai procurar o quê? Psicanálise, psiquiatra, etc. Eu penso que essa questão é central, vista nesse nível. E eu penso que a polarização e o preconceito dificultam muito. Aliás, na minha experiência atualmente, na minha experiência como analista, eu tenho encontrado mais preconceito nos meios cultivados, nos meios a que eu tenho acesso mais, com a medicação, com o uso de psicofármacos, do que, por exemplo, com psicanálise. Não há o menor preconceito com psicanálise ou com psicoterapia, mas há grandes preconceitos com o uso de antidepressivo. E eu tenho, às vezes, tentado persuadir clientes meus
em análise, a que vá ser avaliado por um psiquiatra em circunstâncias de limite mesmo, para poder, então, ser avaliado e tomar um antidepressivo. Eu acho que há os abusos mesmo, eu acho que esses abusos existem, eu acho que eles devem ser condenados, mas acho que nós devemos também valorizar esses progressos psicofarmacológicos que são realmente contribuições importantes, inclusive para o trabalho. Eu sei que isso é controverso e é polêmico, eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Este é o primeiro ponto, que é de ordem prática. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta mais amena, mais suave, relativa ao seu trabalho propriamente, que é a questão da posição da mulher na psicanálise. Essa questão tão central. E a senhora menciona em diferentes passagens, em inúmeras entrevistas, e também nos verbetes, né, quando se refere a Melanie Klein, por exemplo, como sendo aquela que deu a mãe, quer dizer, deu um lugar para a mãe, considerando a questão do pai em Lacan. Essa é uma questão mais teórica, mas eu gostaria de ouvi-la sobre a posição, não só a situação da mulher do ponto de vista teórico, mas da mulher psicanalista. E eu gostaria de acrescentar uma omissão que eu achei em relação a Karen Horney, que, a meu ver, foi a primeira mulher, quando ainda era analista, não culturalista, a Karen Horney, em Viena, quando ela fez o primeiro artigo questionando a teoria falocêntrica de Freud. É um artigo clássico, todos conhecem, relativo à questão das sensações vaginais. Esse artigo depois, Freud é obrigado, é provocado por isso, e a questão segue aí, e eu acho isso de grande importância. Então são essas duas questões que eu gostaria de ouvi-la a respeito. Sur la question de la psychopharmacologie, je crois que j'ai été très claire au début. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que et la pratique analytique évolue dans ce sens-là. C'est-à-dire que pratiquement aujourd'hui, beaucoup de psychanalystes font comme vous, conseillent à certains patients de prendre des médicaments. Le problème, il est l'indication des médicaments. Je pense que nous avons ce problème. C'est en France, par exemple, les psychanalystes aujourd'hui envoient toujours les patients prendre des médicaments chez les psychiatres. Ce que je critiquais dans l'utilisation des psychotropes et de la pharmacologie, c'est la prescription pour n'importe quoi. Donc, mais en revanche, il est évident que pour répondre aux téléspectateurs, c'est certain que les médicaments ont une grande utilité, et notamment, bien sûr, pour tous les cas de folie et de psychose. D'ailleurs, la révolution pharmacologique, comme on l'a appelée, a vidé les asiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les médicaments qui permettent justement aux psychotiques de vivre. Mais on s'est aperçu avec le recul que ça ne suffit pas. Et vous savez très bien comme moi que quelqu'un qui prend des médicaments, ça ne lui suffit jamais. Et la plupart du temps, les gens commencent par prendre les médicaments, il y a un vrai soulagement, et ensuite ça ne suffit pas. Ils changent de médicament, et à un moment donné, c'est là où peut intervenir la cure par la parole. Il y a une demande de parole que n'apporte pas le médicament. Et il peut y avoir à l'intérieur des cures analytiques des moments où on prescrit les médicaments. Aujourd'hui, tout le monde a des patients qui prennent des médicaments. Donc surtout, ne croyez pas que je suis contre les médicaments. Et non seulement je ne suis pas contre, mais je pense qu'il devrait y avoir toujours un lien très fort entre la psychiatrie et la psychanalyse. Dans tous les pays, la psychanalyse s'est implantée quand il y a eu de la psychiatrie. Et c'est ce lien qui est en train aussi de se perdre avec toutes les théories comportementales. Et il y a d'ailleurs une réaction des psychiatres. Beaucoup sont psychanalystes aussi. Donc là aussi, la vieille querelle médecin et psychanalyste est à mon avis dépassée. Sur le rôle des femmes en psychanalyse, on ne va pas reparler de toutes les théories sur la sexualité, mais pour dire les choses plus simplement, je crois que de même que la psychanalyse ne s'est implantée que dans des pays où elle a pu durer que quand il y avait une démocratie, de même la psychanalyse a été un mouvement d'émancipation des femmes, et elle ne peut s'implanter que quand elles accompagnent un mouvement d'émancipation. Autrement dit, la psychanalyse passe aussi par l'émancipation des femmes. C'est lié à un fait historique, vous l'avez rappelé, c'est lié au déclin de la famille traditionnelle patriarcale. La famille traditionnelle patriarcale qui enserrait les femmes dans un rôle de mère simplement, de reproductrice. Et plus les femmes
ont cherché la liberté. La psychanalyse a accompagné ce mouvement de façon contradictoire. Il y a eu évidemment des querelles multiples entre notamment sur les théories de la sexualité féminine à l'intérieur des psychanalystes, à l'intérieur du mouvement psychanalytique et chez les femmes. Mais il y a quand même aussi ce symbole, en quelque sorte, que c'est par les femmes, par la libération des femmes, que la psychanalyse progresse. J'ajouterais aussi qu'il me semble que dans le monde entier, alors ça c'est un problème, il y a de plus en plus de femmes, le métier c'est presque entièrement féminisé. Moi ça me paraît évident au Brésil, encore plus qu'en France, mais il y a une tendance à la féminisation du métier de psychanalyste. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, je le dis comme ça, ce n'est pas une bonne chose parce que là aussi, je ne suis pas pour les ghettos, je trouve que rien n'est mieux que le mélange. Si une profession entière se féminise ou au contraire se masculinise, c'est un peu ennuyeux. Mais ça prouve bien que les femmes ont trouvé leur compte dans la psychanalyse, et pas seulement dans la psychanalyse des enfants. Peut-être parce que les femmes ont une écoute spontanée de la parole. Mais bien sûr, ça a une place considérable. Eu queria temperar o pessimismo do Marcum com o teu otimismo bem temperado. Ou seja, você está lançando, junto com o Major agora, os Estados Gerais da Psicanálise, que vão acontecer em julho do ano 2000, o nome de Estados Gerais, uma homenagem à Revolução Francesa que o Carlos Guilherme levantou antes, e nesses Estados Gerais vão se reunir psicanalistas do mundo inteiro, onde talvez eles possam discutir a questão levantada pelo Mezan, né? Existe uma psicanálise brasileira, existe uma psicanálise de primeiro mundo, uma outra para o terceiro mundo. Então, o que vocês que estão lançando esse movimento esperam, né, dessas discussões onde os psicanalistas do mundo inteiro podem dizer como trabalham, onde talvez apareça quem é esse paciente do final do século e do início do século XXI, e que talvez possa responder se a psicanálise tem futuro ainda no século XXI. A psicanálise ainda pode responder ao mal-estar na civilização? Voilà, l'idée des États généraux de la psychanalyse qui se tiendra donc en juillet 2000 à Paris, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, l'idée est venue de René Major, qui est un psychanalyste français qui est venu souvent d'ailleurs au Brésil, qui a été un des premiers en France à faire des rencontres franco-brésiliennes dans les années 70. Et en effet, les États généraux, c'est l'idée de faire une sorte de bilan avec de la participation de psychanalystes du monde entier qui ont à charge, ce n'est pas les sociétés psychanalytiques, c'est des individus qui ont à charge dans leur pays de relever les questions qui se posent pour l'avenir. Et les États généraux, ce sera au fond ça, par la base, de voir un peu quelles sont les questions que se posent les psychanalystes eux-mêmes sur le terrain dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un colloque international, ce n'est pas vraiment un mouvement, c'est l'idée de faire une sorte de bilan et de confronter un peu toutes les positions. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va déboucher, mais je pense qu'il fallait clore le siècle avec cette idée des États généraux et empruntée naturellement à 1789, c'est-à-dire le début de la Révolution. Et avec cette idée que la Révolution française a été porteur de quelque chose d'universel, puisqu'on remarque que les idées des Lumières se sont répandues dans le monde entier. Donc l'image était belle, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette grande réunion, en somme, à Paris. Et bien sûr, les pays latino-américains, où la psychanalyse s'est développée de façon considérable. Je crois qu'à la fin du siècle, le plus grand nombre de psychanalystes, toutes tendances confondues, ça sera dans les pays latino-américains. C'est en progression constante. Il y a eu un intérêt particulier. Ils sont très présents dans les États généraux. Par moments, d'ailleurs, j'ai envie de me dire, heureusement que l'Amérique latine existe. Pour nous, Européens, on se sent souvent un peu petits. Bom, eu gostaria de escutar um pouquinho mais a respeito de certas da sua visão sobre certas particularidades sobre o contexto brasileiro da prática e da inscrição social da psicanálise. A senhora falou agora há pouco de ter observado uma feminização dos práticos, dos clínicos brasileiros,
Mas se lhe pergunto a respeito dessa especificidade brasileira também em função do seu verbete no dicionário da psicanálise a respeito do Brasil, que é extremamente interessante. Acho que a senhora retoma coisas, para nós brasileiros, são muito pouco discutidas, mas é importante lembrar, como a senhora faz, dessa entrada psiquiátrica da psicanálise do Brasil, através de Juliano Moreira, um psiquiatra negro de formação alemã que consegue aceitar a visão sexual da teoria freudiana e escreve a psicanálise dessa maneira. Mas me parece que tem dois aspectos que não estão suficientemente desenvolvidos. Eu gostaria de escutar no seu verbete, em outras passagens do dicionário, mas que me parece que são muito marcantes no contexto brasileiro da psicanálise. Um deles é justamente esse enorme esforço que foi feito em diversos estados do Brasil por uma, digamos, uma modificação desse contexto, digamos, classe média alta, burguês, da clínica psicanalítica, para as experiências propriamente, digamos, sociais, ou de um grande público da psicanálise. A senhora lembra lá, no verbete dedicado a Hélio Pellegrino, da clínica social da psicanálise, que talvez valesse um pouco mais a pena discutir que importância isso teve no contexto brasileiro e talvez fora do Brasil. Eu acho que essa é uma particularidade da psicanálise do Brasil. E a outra é a particular inscrição universitária da psicanálise aqui no Brasil. Uma vez que não existe muito país no mundo em que a psicanálise tenha ocupado um espaço tão importante e tão fecundo dentro da universidade como no Brasil, criando um espaço de interlocução, não só com a psiquiatria, mas com as artes, com a própria história, com a literatura. Enfim, eu gostaria de discutir un peu à respect de ces deux aspects. Vous savez, le dictionnaire de la psychanalyse, pour rédiger l'entrée Brésil, nous nous sommes inspirés, enfin c'est moi qui l'ai rédigé, mais je me suis aussi inspirée des travaux faits par des Brésiliens. Et il manque forcément des choses. Il me semble quand même que ce n'est pas une spécificité du Brésil, les expériences sociales de la psychanalyse. Il y en a eu partout. À toutes les époques. Il y en a eu à Berlin en 1920, il y en a eu à Vienne, en France, aux États-Unis, toute l'époque des grandes cliniques. Je pense par exemple à la grande clinique psychiatrique qui était au Kansas, la clinique Menninger au Kansas. C'était à Topeka. C'était une expérience extraordinaire. Bon, donc cette dimension sociale, elle n'est pas spécifique au Brésil. Peut-être qu'il y a des spécificités, mais ça, c'est une tendance qui existe depuis le début de la psychanalyse. Ce n'est pas seulement le divan et le fauteuil. En revanche, vous avez raison, il me semble qu'une des grandes particularités, et c'est probablement pour ça qu'elle est si vivante, c'est à l'université. Il y a eu au Brésil une beaucoup moins grande résistance de l'université à la psychanalyse. Alors qu'en France, c'est absolument terrible, c'est toujours sous couvert de la psychologie, il n'y a pas de chaire de psychanalyse, on enseigne la psychanalyse dans des départements de psychologie, il n'y a pas eu de chaire à l'école des hautes études, il n'y en a pas au Collège de France. Enfin, il y a toujours une suspicion dans d'autres pays sur la validité scientifique, en quelque sorte, de cette discipline qui est considérée toujours comme bizarre par les universitaires. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors qu'au Brésil, c'est beaucoup plus important, vous avez raison. Ça me frappe beaucoup. Alors, la raison, c'est peut-être aussi que les psychologues brésiliens ont été beaucoup moins résistants à la psychanalyse qu'en France. La résistance a été probablement moins grande. La spécificité de la psychanalyse brésilienne, c'est sa qualité aussi, c'est l'éclectisme. C'est l'éclectisme. Il y a vraiment toutes les écoles, toutes les tendances. C'est un peu le miroir de l'Europe. Et c'est ça ce que j'ai voulu montrer. Et puis c'est vrai qu'il y a eu cette particularité de l'installation à Bahia par ce psychiatre noir. Ça, c'est une particularité. Arthur. Eu queria voltar a uma pergunta, o Tenório já me roubou um pouco essa pergunta, que é a questão das mulheres na psicanálise. Mas eu quero abordar essa questão de uma outra perspectiva. A pergunta dele dizia respeito à participação das mulheres psicanalistas na prática psicanalítica. Eu quero pensar sobre o conceito que a psicanálise faz das mulheres
hoje. Freud fez uma pergunta clássica que ficou parcialmente sem resposta, o que era uma mulher? As respostas deles não são convincentes, pelo menos para os nossos padrões de hoje. Ao mesmo tempo, como já comentamos aqui, foi exatamente escutando as histéricas do século XIX, mulheres que desejam coisas que elas mesmas não conseguem reconhecer como desejos e sofrem por isso, foi ao escutar as mulheres que desenvolvem então sintomas histéricos por conta disso que ele inventa, cria a psicanálise. A pergunta de Freud, o que era uma mulher, se hoje, se as nossas mulheres já têm as suas demandas reconhecidas de forma mais produtiva e mais consistente pela psicanálise, até que ponto a psicanálise mudou para dar conta dessas demandas? Oui, Freud était conscient de ça parce qu'il disait à juste titre que quand il y aurait de plus en plus de femmes psychanalystes, les questions changeraient de la psychanalyse, notamment sur la sexualité féminine. Il a lui-même changé sa théorie en fonction de ce qu'ont amené les femmes psychanalystes. Je ne sais pas si c'est bien ça votre question sur la place des femmes. Moi, j'aurais tendance à penser que les femmes, pas seulement dans la psychanalyse, mais au siècle prochain, vont occuper une place toute puissante. Contrairement à tout ce qu'on dit, je crois qu'on est en train de vivre la phase, en tout cas pour un certain nombre de pays, bien sûr pas partout, les femmes sont encore exploitées de façon terrifiante dans la moitié du monde, ça c'est vrai. Disons que à partir du moment où cette émancipation est en marche, et notamment dans les sociétés, alors là, européennes et nord-américaines, Brésil aussi, je pense, mais dans certaines couches sociales, ça c'est sûr, la puissance des femmes va être terrible. La maîtrise de la procréation, la maîtrise de... Tout va basculer du côté du pouvoir des femmes, et je pense que c'est les hommes qui vont être en difficulté, parce qu'on ne peut pas, après 2000 ans... Já estamos. Ils sont terriblement en difficulté. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup critiqué les féministes, parce qu'elles ne s'occupent pas assez de cette question-là. Et d'ailleurs, elles en pâtissent elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes très seules à cause de ça. Et aussi parce qu'on ne tient pas compte assez des répercussions de l'émancipation des femmes sur les hommes. Et on vit évidemment, mais là il faut se projeter dans l'avenir, parce qu'il faut en même temps encore mener la lutte pour que les droits soient égaux, mais on ne peut pas, du point de vue de la psychanalyse, ne pas penser à la question de la défaillance masculine, paternelle. Les hommes sont privés de tout ce qu'ils ont eu pendant 2000 ans. Ils sont privés progressivement de tout, et très vite. Je sais bien qu'ils ont eu le temps de se préparer, mais enfin, c'est pas facile. C'est pas facile. Et du point de vue concret, en tout cas, on voit venir beaucoup d'hommes en analyse en ce moment, plus qu'il y a 20 ans. Et probablement aussi le fait que la psychanalyse s'est orientée dans beaucoup de pays vers la psychanalyse d'enfants. Ça, c'est proliférant, on s'occupe énormément, et beaucoup trop. Beaucoup trop. On s'occupe beaucoup des problèmes de mère et d'enfant. Toute la psychanalyse a basculé du côté du lien à la mère. Et donc, la place du père est toujours défaillante. Là-dessus, Lacan a été génial. Il a compris, après Freud, ce que c'était que cette place. Et en effet, on a tendance à demander, par exemple, aux hommes de jouer les mères, de faire le partage des tâches. Et tout ça, c'est pas comme ça que les choses se passeront. À mon avis, ça se passera certainement autrement. Mais j'attire l'attention sur cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que va être la puissance féminine dans l'avenir? Est-ce que les hommes vont être beaucoup plus féminisés? Comment seront les hommes? Quelle sera l'identité masculine avec toutes ces transformations? Nós começamos com a Revolução Francesa, ela voltou aqui várias vezes, e eu queria me dirigir, então, à historiadora Elizabeth, para o tema da mulher novamente, mas o tema também que está na obra do Lacan, nas suas reflexões, que é a crítica à família burguesa, ou isso que se poderia chamar de declínio da família ocidental. Eu acho que esse, para além de Prozac, para além de outras coisas, eu acho que há uma questão mais estrutural. E aí voltamos a um exemplo, e não por acaso, uma mulher, Théroigne de Méricourt,
que no processo revolucionário ela vive a libertação, participa da libertação, depois ela é colocada num hospício no transcorrer do processo. O que se passou talvez tenha alguma lição para o nosso presente. Eu gostaria de ouvir, porque é um belíssimo livro seu, uma biographie. Ce qui m'a intéressée dans Théroigne de Méricourt, c'est une pionnière de la Révolution française qui a sombré dans la mélancolie après la Révolution, c'est-à-dire au moment de la Terreur. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de montrer que la mélancolie arrivait quand l'idéal révolutionnaire s'effondrait. Et à travers Théroigne de Méricourt, je pensais au philosophe Louis Althusser, qui était lui aussi un grand mélancolique, et disons au paradigme de la mélancolie post-révolutionnaire. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'idéal et que ça s'effondre, il peut y avoir cette plongée dans la folie. Ça arrive aussi aux grands mystiques. C'est pas seulement Oui. Donc c'est cette figure-là qui m'a intéressée. Et bien sûr aussi cette femme ancêtre du féminisme. Mais sur la question du déclin de la famille, il y a un double mouvement. Ce qui décline, c'est la famille patriarcale, mais ce n'est pas la famille. La famille va devenir un modèle de plus en plus normatif, puisque tout le monde veut se marier, et notamment les homosexuels. Ça montre que c'est un modèle absolument universel, comme le disait très bien Lévi-Strauss, mais pas sous la forme du mariage classique, mais sous des formes différentes. Il va y avoir des mariages de différentes formes, mais en tout cas, à mon avis, la famille va rester le noyau de la société. Ça me paraît certain, sous d'autres formes, mais c'est plutôt la place du père, c'est bien la famille patriarcale qui est différente. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette question-là? C'est ça l'interrogation. Mais c'est inéluctable. C'est inéluctable. Professora, o nosso tempo está acabando efetivamente, mas eu queria uma última observação da senhora, se é possível ser sintética, sobre a questão que durante muito tempo foi a maior preocupação das pessoas que, de alguma forma, não sabiam bem o que tinham dentro da cabeça, a não ser aquela coisa que faz a gente pensar, que é a loucura. Quer dizer, nós vivemos uma época em que a loucura hoje já não está mais, se é que algum dia esteve, circunscrita aos hospícios. No dia que nós estamos gravando esse programa, o mundo inteiro ainda está impactado por um episódio que acontece nos Estados Unidos, que aconteceu nos Estados Unidos, onde 25 jovens foram mortos num episódio que os nossos avós diriam que era um sintoma de loucura. E a gente hoje tenta explicar isso como um resultado da violência da sociedade, como jovens que são marginalizados porque não eram bons alunos ou não eram bons esportistas, etc. Então, a pergunta que eu faço para a senhora, que é uma otimista, é se a senhora imagina que um dia essa loucura tende a acabar. Non. Non. La condition humaine ne se finit jamais. Ça, c'est un rêve. La folie existe depuis la nuit des temps, comme la sexualité, comme le suicide, comme la mort. Elle fait partie de la condition humaine. Ce qui change, c'est les représentations qu'on s'en fait. Le fou n'avait pas la même place au Moyen-Âge qu'il a eu ensuite au XXe siècle. Disons que le grand mouvement a été quand on a considéré, à partir de la Révolution française, enfin, pas seulement de la Révolution française, le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, on a commencé à penser que la folie était une maladie mentale. C'est ça le changement. Alors qu'avant, on pensait que c'était une possession démoniaque ou que c'était l'expression chez les anciens d'une furie intérieure liée à l'organisme, etc. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on considère tout du point de vue de la maladie. Ça, évidemment, c'est notre époque. Mais on a donc pensé qu'on viendrait à bout de la folie, puisqu'on la guérirait comme on guérit une maladie. Ben non, non, la preuve. On a pensé ça surtout du suicide. On a pensé que les médicaments viendraient à bout du suicide. Non, on ne vient pas à bout des grandes données de la condition humaine. Elle prendra des formes différentes. Mais ça, il n'y aura jamais de guérison de l'humanité, de ce qu'elle est. Vous imaginez une société où on guérirait la mort, donc le suicide,
la folie, et puis quoi encore? On guérirait la névrose, mais on serait quoi alors? Qu'est-ce que serait l'homme débarrassé de ses passions? C'est le cimetière. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima semana, sempre às 10h30 da noite. Uma boa semana, uma boa noite e até lá. Merci.